Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La guerre des boutons, roman de ma 12e année. Par Louis Pergaud. Livre 1, la guerre. Chapitre 1, la déclaration de guerre. Quant à la guerre, il est plaisant à considérer par combien vaine occasion elle est agitée, et par combien légère occasion éteinte, toute l'Asie se perdit, et se consomma en guerre pour le macréage de Paris. Montaigne, livre second ch. 12. Attends-moi, grand Gibus. Et là Boulot, ses livres et ses cahiers sous le bras. Grouille-toi, alors, j'ai pas le temps de container, moi. Y a du neuf? Ça se pourrait. Quoi? Viens toujours. Et Boulot ayant rejoint les deux Gibus, ses camarades de classe, tous trois continuèrent à marcher côte à côte dans la direction de la maison commune. C'était un matin d'octobre. Un ciel tourmenté de gros nuages gris limitait l'horizon aux collines prochaines et rendait la campagne mélancolique. Les pruniers étaient nus, les pommiers étaient jaunes, les feuilles de noyer tombaient en une sorte de vol plané, large et lent d'abord, qui s'accentuait d'un seul coup comme un plongeon d'épervier, dès que l'angle de chute devenait moins obtus. L'air était humide et tiède. Des ondes de vent couraient par intervalles. Le ronflement monotone des batteuses donnait sa note sourde, qui se prolongeait de temps à autre, quand la gerbe était dévorée, en une plainte lugubre, comme un sanglot désespéré d'agonie, ou un vagissement douloureux. L'été venait de finir, et l'automne naissait. Il pouvait être 8 heures du matin, Le soleil rôdait triste derrière les nues, et de l'angoisse, une angoisse imprécise et vague, pesait sur le village et sur la campagne. Les travaux des champs étaient achevés, et un à un ou par petits groupes, depuis 2 ou 3 semaines, on voyait revenir à l'école les petits bergers à la peau tannée, bronzés de soleil, aux cheveux raides coupés ras à la tondeuse, la même qui servait pour les bœufs, aux pantalons de droguet ou de moulinet rapiécés, surchargés de patins aux genoux et au fond, mais propres, aux blouses de grisette neuves, raides, qui, en déteignant, leur faisaient les premiers jours, les mains noires comme des pattes de crapaud, disait-il. Ce jour-là, ils traînaient le long des chemins, et leurs pas semblaient alourdis de toute la mélancolie du temps, de la saison et du paysage. Quelques-uns cependant, les grands, étaient déjà dans la cour de l'école, et discutaient avec animation. Le père Simon, le maître, sa calotte en arrière et ses lunettes sur le front, dominant les yeux, était installé devant la porte qui donnait sur la rue. Il surveillait l'entrée, gourmandait les traînards, et au fur et à mesure de leur arrivée, les petits garçons, soulevant leurs casquettes, passaient devant lui, traversaient le couloir et se répandaient dans la cour. Les deux Gibus du Vernois et Boulot, qui les avaient rejoints en cours de route, n'avaient pas l'air d'être imprégnés de cette mélancolie douce, qui rendait traînassants les pas de leurs camarades. Ils avaient au moins 5 minutes d'avance sur les autres jours, et le père Simon, en les voyant arriver, tira précipitamment sa montre, qu'il porta ensuite à son oreille, pour s'assurer qu'elle marchait bien, et qu'il n'avait point laissé passer l'heure réglementaire. Les 3 compagnes entrèrent vite, l'air préoccupé, et immédiatement gagnèrent, derrière les cabinets, le carré en retrait abrité par la maison du père Gougou, Auguste, le voisin, où ils retrouvèrent la plupart des grands qui les y avaient précédés. Il y avait là Lebrac le chef, qu'on appelait encore le Grand Braque, son premier lieutenant Camus, ou Camus, le fin grimpeur ainsi nommé parce qu'il n'avait pas son pareil pour dénicher les bouvreuils et que là-bas, les bouvreuils s'appellent des Camus. Il y avait Gambette de Sur-la-Côte dont le père, républicain de vieille souche, fils lui-même de 48 arts, avait défendu Gambetta aux heures pénibles. Il y avait la Crique qui savait tout, et Tintin, et Guignard le Bigle qui se tournait de côté pour vous voir de face, et Tétard ou Tétard, au crâne massif, bref les plus forts du village, qui discutaient une affaire sérieuse. L'arrivée des deux Gibus et de Boulot n'interrompit pas la discussion. Les nouveaux venus étaient apparemment au courant de l'affaire, une vieille affaire à coup sûr, et ils se mêlèrent immédiatement à la conversation, en apportant des faits et des arguments capitaux. On se tut. L'aîné des Gibus, qu'on appelait par contraction Grand Gibus pour le distinguer de Petit Gibus ou Tigibus son cadet, parla ainsi. Voilà. Quand nous sommes arrivés, mon frère et moi, au contour des Menlots, les Vellerans se sont dressés tout d'un coup près de la marnière à Jean-Baptiste. Ils se sont mis à gueuler comme des veaux,
à nous foutre des pierres, et à nous montrer des tricks. Ils nous ont traités de cons, d'andouilles, de voleurs, de cochons, de pourris, de crevés, de merdeux, de couilles molles, de couilles molles, reprit le braque, le front plissé, et qu'est-ce que tu leur y as redit là-dessus? Là-dessus on s'en sauvé, mon frère et moi, puisque nous n'étions pas en nombre, tandis qu'us, ils étaient au moins tienneceux, et qu'ils nous auraient sûrement foutu la pile. Ils vous ont traité de couilles molles, scanda le gros Camus, visiblement choqué, blessé et furieux de cette appellation qui les atteignait tous, car les deux gibus, c'était sûr, n'avaient été attaqués et insultés que parce qu'ils appartenaient à la commune et à l'école de Longeverne. Voilà, reprit Grand Gibus, je vous dis maintenant, moi, que si nous ne sommes pas des andouilles, des jeans foutres et des lâches, on leur y fera voir si on en est des couilles molles. D'abord, qu'est-ce que c'est-il que ça, des couilles molles, fit Tintin. La crique réfléchissait. Couilles molles des couilles, on sait bien ce que c'est, pardine, puisque tout le monde en a, même le Miraut de Lysée, et qu'elles ressemblent à des marrons sans bogue, mais couilles molles. Couilles molles. Sûrement que ça veut dire qu'on n'est des pas grand-chose, coupa Tigibus, puisqu'hier soir, en rigolant avec Narcisse, notre meunier, je l'ai appelé couilles molles comme ça, pour voir. Et mon père, que j'avais pas vu et qui passait justement, sans rien me dire, m'a foutu aussitôt une bonne paire de claques. Alors, l'argument était péremptoire, et chacun le sentit. Alors bon Dieu, il n'y a pas à rebeuiller plus longtemps, il n'y a qu'à se venger, conclut le braque. C'est-y votre idée, vous autres? Foutez le camp de là, les chis en lit, fit Boulot aux petits qui s'approchaient pour écouter. Ils approuvèrent le grand Lebraque à l'unanimité, comme on disait. À ce moment, le père Simon apparut dans l'encadrement de la porte, pour frapper dans ses mains, et donner ainsi le signal de l'entrée en classe. Tous, dès qu'ils le virent, se précipitèrent avec impétuosité vers les cabinets, car on remettait toujours à la dernière minute le soin de vaquer aux besoins hygiéniques réglementaires et naturels. Et les conspirateurs se mirent en rang silencieusement, l'air indifférent, comme si rien ne s'était passé et qu'ils n'eussent pris, l'instant d'avant, une grande et terrible décision. Cela ne marcha pas très bien en classe ce matin-là, et le maître dut crier fort pour contraindre ses élèves à l'attention. Non qu'ils fissent du potin, mais ils semblaient tous perdus dans un nuage et restaient absolument réfractaires à saisir l'intérêt que peut avoir pour de jeunes Français républicains l'historique du système métrique. La définition du maître en particulier leur paraissait horriblement compliquée, 10 millionième partie du quart de la moitié du « Ah, merde », pensait le grand Lebraque. Et se penchant vers son voisin et ami Tintin, il lui glissa confidentiellement. Eureka. Le grand Lebraque voulait sans doute dire « Eureka ». Il avait vaguement entendu parler d'Archimède, qui s'était battu autant jadis avec des lentilles. Et la crique lui avait laborieusement expliqué qu'il ne s'agissait pas de légumes, car Lebraque à la rigueur comprenait bien qu'on pût se battre avec des pois qu'on lance dans un fer de porte-plume creux, mais pas avec des lentilles. Et puis, disait-il, ça ne vaut pas les trognons de pommes ni les croûtes de pain. La crique lui avait dit que c'était un savant célèbre, qui faisait des problèmes sur des capotes de cabriolet, et ce dernier trait l'avait pénétré d'admiration pour un bougre pareil. Lui qui était aussi réfractaire aux beautés de la mathématique qu'aux règles de l'orthographe. D'autres qualités que celle-là l'avaient, depuis un an, désigné comme chef incontesté des Longevernes. Têtu comme une mule, malin comme un singe, vif comme un lièvre, il n'avait surtout pas son pareil pour casser un carreau à 20 pas, quel que fût le mode de projection du caillou. À la main, à la fronde à ficelle, au bâton refendu, à la fronde à lastique. Il était dans les corps à corps un adversaire terrible. Il avait déjà joué des tours pendables au curé, au maître d'école et au garde champêtre. Il fabriquait des kisses merveilleuses avec des branches de sureau grosses comme sa cuisse, des kisses qui vous giclaient L'. À 15 pas mon ami, oui, parfaitement, et des tops qui pétaient comme des pistolets et qu'on ne retrouvait plus les balles d'étoupe. Aux billes, c'était lui qui avait le plus de pouces, il savait pointer et rouletteur comme pas un. Quand on jouait au pot, il vous foutait les ednogs sur les onsottes à vous faire pleurer. Et avec ça, sans morgue aucune ni affectation, il redonnait de temps à autre à ses partenaires malheureux quelques-unes des billes qu'il leur avait gagnées, ce qui lui valait une réputation de grande générosité. À l'interjection de son chef et camarade,
Tintin joignit les oreilles ou plutôt les fit bouger comme un chat qui médite un sale coup, et devint rouge d'émotion. Ah, pensa-t-il. Ça y est. J'en étais bien sûr que ce sacré Lebrac trouverait le joint pour leur y faire. Et il demeura noyé dans un rêve, perdu dans des mondes de suppositions, insensible aux travaux de Delambre, de Méchain, de Machine Chouette ou d'autres, aux mesures prises sous diverses latitudes, longitudes ou altitudes. Ah oui, que ça lui était bien égal et qu'il s'en foutait. Mais qu'est-ce qu'ils allaient prendre, les Vellerans? Ce que fut le devoir d'application qui suivit cette première leçon, on l'apprendra plus tard, qu'il suffise de savoir que les gaillards avaient tous une méthode personnelle pour rouvrir, sans qu'il y parût, le livre fermé par ordre supérieur, et se mettre à couvert contre les défaillances de mémoire. N'empêche que le père Simon était dans une belle rage le lundi suivant. Mais n'anticipons pas. Quand 11 heures sonnèrent à la tour du vieux clocher paroissial, ils attendirent impatiemment le signal de sortie, car tous étaient déjà prévenus on ne sait comment, par infiltration, par radiation ou d'une toute autre manière, que Lebrac avait trouvé quelque chose. Il y eut comme d'habitude quelques bonnes bousculades dans le couloir, des bérets échangés, des sabots perdus, des coups de poing sournois, mais l'intervention magistrale fit tout rentrer dans l'ordre et la sortie s'opéra quand même normalement. Sitôt que le maître fut rentré dans sa boîte, les camarades fondirent tous sur Lebrac comme une volée de moineaux sur un crottin frais. Il y avait là, avec les soldats ordinaires et le menu fretin, les 10 principaux guerriers de Longeverne avides de se repaître de la parole du chef. Lebrac exposa son plan, qui était simple et hardi. Ensuite, il demanda quels seraient les ceux qui l'accompagneraient le soir venu. Tous briguèrent cet honneur, mais 4 suffisaient et on décida que Camus, Lacrique, Tintin et Grand Gibus seraient de l'expédition. Gambette, habitant sur la côte, ne pouvait s'attarder si longtemps, Guignard n'y voyait pas très clair la nuit, et Boulot n'était pas tout à fait aussi leste que les 4 autres. Là-dessus, on se sépara. Au soir, sur le coup de l'Angélus, les 5 guerriers se retrouvèrent. « As-tu la craie » fit Lebrac à Lacrique, qui s'était chargé, vu sa position près du tableau, d'en subtiliser 2 ou 3 morceaux dans la boîte du père Simon. Lacrique avait bien fait les choses, il en avait chippé 5 bouts, de grands bouts, il en garda un pour lui et en remit un autre à chacun de ses frères d'armes. De cette façon, s'il arrivait à l'un d'eux de perdre en route son morceau, les autres pourraient facilement y remédier. Alors, filons, fit Camus. Par la grande rue du village d'abord, puis par le trajet des cheminées rejoignant au Gros Tilleul la route de Velleran, ce fut un instant une sabotée sonore dans la nuit. Les 5 gars marchaient à toute allure à l'ennemi. Il y en a pour une petite demi-heure à pied, avait dit Lebrac. On peut donc y aller dedans un quart d'heure et être rentré bien avant la fin de la veillée. La galopade se perdit dans le noir et dans le silence. Pendant la moitié du trajet, la petite troupe n'abandonna pas le chemin ferré où l'on pouvait courir, mais dès qu'elle fut en territoire ennemi, les 5 conspirateurs prirent les bas-côtés et marchèrent sur les banquettes que leur vieil ami le père Bréda, le cantonnier, entretenait, disait les mauvaises langues, chaque fois qu'il lui tombait un œil. Quand ils furent tout près de Velleran, que les lumières devinrent plus nettes derrière les vitres et les aboiements des chiens plus menaçants, ils firent halte. « Ôtons nos sabots, conseilla Lebrac, et cachons-les derrière ce mur. » Les 4 guerriers et le chef se déchaussèrent et mirent leurs bas dans leurs chaussures, puis ils s'assurèrent qu'ils n'avaient pas perdu leur morceau de craie, et l'un derrière l'autre, le chef en tête, la pupille dilatée, l'oreille tendue, le nez frémissant, ils s'engagèrent sur le sentier de la guerre pour gagner le plus directement possible l'église du village ennemi, but de leur entreprise nocturne. Attentifs au moindre bruit, s'aplatissant au fond des fossés, se collant au mur ou se noyant dans l'obscurité des haies, ils se glissaient, ils s'avançaient comme des ombres, craignant seulement l'apparition insolite d'une lanterne portée par un indigène se rendant à la veillée, ou la présence d'un voyageur attardé menant boire son carcan. Mais rien ne les ennuya que l'aboi du chien de Jean Déguet, un salopio qui gueulait continuellement. Enfin ils parvinrent sur la place du Moutier, et ils s'avancèrent sous les cloches. Tout était désert et silencieux. Lebrac resta seul pendant que les 4 autres revenaient en arrière pour faire le guet. Alors prenant son bout de craie au fond de sa profonde, haussé sur ses orteils aussi haut que possible,
Lebrac inscrivit sur le lourd panneau de chêne culotté et noirci qui fermait le Saint-Lieu, cette inscription lapidaire qui devait faire scandale le lendemain, à l'heure de la messe, beaucoup plus par sa crudité héroïque et provocante que par son orthographe fantaisiste. Tous les Vellerançon dépeignent coup. Et quand il se fut, pour ainsi dire, collé les quinquets sur le bois pour voir si ça avait bien marqué, il revint près des 4 complices aux écoutes, et à voix basse et joyeusement, leur dit « Filons !» Carrément, cette fois, ils s'engagèrent de front sur le milieu du chemin et repartirent, sans faire de bruit inutile, à l'endroit où ils avaient abandonné leurs sabots et leurs bas. Mais sitôt rechaussés, dédaigneux tout à fait d'inutiles précautions, frappant le sol à plein sabot, ils regagnèrent Longevern et leurs domiciles respectifs, en attendant avec confiance l'effet de leur déclaration de guerre. Fin du chapitre 1. Chapitre 2, tensions diplomatiques. Les ambassadeurs des deux puissances ont échangé des vues au sujet de la question du Maroc. Les journaux étaient 1911. Quand le second eut sonné au clocher du village, une demi-heure avant le dernier coup de cloche annonçant la messe du dimanche, le grand Lebrac, vêtu de sa veste de drap taillée dans la vieille anglaise de son grand-père, culotté d'un pantalon de droguet neuf, chaussé de brodequins ternis par une épaisse couche de graisse, et coiffé d'une casquette à poil, le grand Lebrac, dis-je, vint s'appuyer contre le mur du lavoir communal, et attendit ses troupes pour les mettre au courant de la situation, et les informer du plein succès de l'entreprise. Là-bas, devant la porte de Fricot l'aubergiste, quelques hommes, le brûle-gueule aux dents, se préparaient à aller piquer une larme avant d'entrer à l'église. Camus arriva bientôt avec son pantalon limé au jarret et sa cravate rouge comme une gorge de bouvreuil. Ils se sourirent. Puis vinrent les deux gibus, l'air flaireur, puis Gambette, qui n'était pas encore au courant, et Guignard et Boulot, la Crique, Guérilla, Bombay, Téta et tout le contingent au grand complet des combattants de Longevern, en toute une quarantaine. Les 5 héros de la veille recommencèrent au moins 10 fois chacun le récit de leur expédition, et, la bouche humide et les yeux brillants, les camarades buvaient leurs paroles, mimaient les gestes et applaudissaient à chaque coup frénétiquement. Ensuite, de quoi Lebrac résuma la situation, en ces termes. Comme ça, ils verront si on en est des couilles molles. Alors sûrement, cet après-midi, ils viendront se rétraîner par les buissons de la Saute, histoire de chercher rogne, et on y sera tous pour les recevoir un peu. Faudra prendre tous les lance-pierres, et toutes les frondes. Pas besoin de s'embarrasser des triques, on veut pas se colter. Avec les habits du dimanche, il faut faire attention et ne pas trop se salir, parce que on se ferait baigner, en rentrant. Seulement, on leur dira 2 mots. Le 3e coup de cloche, le dernier, sonnant à toute volée, les mit en branle et les ramena lentement à leur place accoutumée dans les petits bancs de la chapelle de Saint-Joseph, symétrique à celle de la Vierge, où s'installaient les gamines. Foutre, fit Camus en arrivant sous les cloches, et moi que je dois servir la messe aujourd'hui, je vas me faire engueuler par le noir. Et sans prendre le temps de plonger sa main dans le grand bénitier de pierre, où les camarades gavouillaient en passant, il traversa la nef en filant tel un zèbre, pour aller endosser son surplis de turiféraire ou d'acolyte. Quand à l'asperge il passa entre les bancs, portant son baquet d'eau bénite où le curé faisait trempette avec son goupillon, il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil sur ses frères d'armes. Il vit Lebrac montrant à Boulot une image que lui avait donnée la sœur de Tintin, une fleur de tulipe ou de géranium, à moins que ce ne fût une pensée, soulignée du mot « souvenir », et il clignait de l'œil d'un air donjuanesque. Alors Camus songea lui aussi à la Tavie, sa bonne amie, à qui il avait offert dernièrement un pain d'épices, de 2 sous s'il vous plaît, qu'il avait acheté à la foire de Vercelles, un joli pain d'épices en cœur, saupoudré de bonbonnets rouges, bleus et jaunes, orné d'une devise qui lui avait semblé tout à fait très bien. « Je mets mon cœur à vos genoux, acceptez-le, il est à vous. » Il la chercha de l'œil dans les rangs des petites filles, et vit qu'elles le regardaient. La gravité de son office lui interdisait le sourire, mais il eut un choc au cœur et, légèrement rougissant, se redressa, le bidon d'eau bénite à son poignet raidi. Ce mouvement n'échappa point à la Crique, qui confia à Tintin. « Regarde donc Camus s'il se rebraque. On voit bien que la Tavie le reluque. » Et Camus en lui-même pensait, « Maintenant que c'est l'école, on va se revoir plus souvent. »
Oui, mais la guerre était déclarée. À la sortie de l'office de Vêpres, le grand Lebrac réunit toutes ses troupes et parla en chef. Allez mettre vos blousons, prenez un chanteau de pain, et rappliquez au bas de la saute à la carrière à Pépiot. Ils s'écampillèrent comme une volée de moineaux, et 5 minutes après, l'un courant derrière l'autre, le quignon de pain aux dents, se rejoignirent à l'endroit désigné par le général. Faudra pas dépasser le tournant du chemin, recommanda Lebrac, conscient de son rôle et soucieux de sa troupe. Alors tu crois qu'ils vont venir ? Non. Autrement, ça serait rien foireux de leur part, et il ajouta pour expliquer son ordre. Il y en a qui sont lestes, vous savez, les culs lourds, tentant boulot, s'agit pas de se faire chipper. Prenez des godons dedans vos poches, à ceux qu'ont des frondes à lastique, donnez-y les beaux cailloux, et attention de pas les perdre. On va monter jusqu'au gros buisson. Le communal de la Saute, qui s'étend du bois du Terret au nord-est au bois de Velleran au sud-ouest, est un grand rectangle en remblai, long de 1500 mètres environ, et large de 800. Les lisières des deux forêts sont les deux petits côtés du rectangle. Un mur de pierre doublé d'une haie protégée elle-même par un épais rempart de buissons, le borne en bas vers les champs de la faim. Au-dessus, la limite assez indécise est marquée par des carrières abandonnées, perdues dans une bande de bois non classé, avec des massifs de noisetiers et de coudriers formant un épais taillis que l'on ne coupe jamais. D'ailleurs, tout le communal est couvert de buissons, de massifs, de bosquets, d'arbres isolés ou groupés qui font de ce terrain un idéal champ de bataille. Un chemin ferré venant du village de Longeverne gravit lentement en semi-diagonale le rectangle, puis, à 50 mètres de la lisière du bois de Velleran, fait un contour aigu pour permettre aux voitures chargées d'atteindre sans trop de peine le sommet du Créteau. Un grand massif avec des chênes, des épines, des prunelliers, des noisetiers, des coudriers, emplit la boucle du contour, on l'appelle le Gros Buisson. Des carrières à ciel ouvert exploitées par Pépiot le Bancal, Laougou du Moulin, qui s'intitule Entrepreneur après boire, et quelquefois par Abel le Rat, bordent le chemin vers le bas. Pour les gosses, elles constituent uniquement d'excellents et inépuisables magasins d'approvisionnement. C'était sur ce terrain fatal, à égale distance des deux villages, que depuis des années et des années, les générations de Longeverne et de Velleran s'étaient copieusement rossées, fustigées et lapidées, car tous les automnes et tous les hivers ça recommençait. Les Longevernes s'avançaient habituellement jusqu'au contour, gardant la boucle du chemin, bien que l'autre côté appartint encore à leur commune et le bois de Velleran aussi, mais comme ce bois était tout près du village ennemi, il servait aux adversaires de camps retranchés, de champs de retraite et d'abris sûrs en cas de poursuite, ce qui faisait rager Lebrac. On a toujours l'air d'être envahi, nom de dé. Or, il n'y avait pas 5 minutes qu'on avait fini son pain, que Camus le grimpeur, posté en vigie dans les branches du grand chêne, signalait des remuements suspects à la lisière ennemie. Quand je vous le disais, constata Lebrac. Qu'allez-vous, qu'il croit que je suis tout seul. Je m'en vas les Houxeurs KSS, attrape, et si des fois il se lançait pour me prendre, hop. Et Lebrac, sortant de son couvert d'épines, la conversation diplomatique suivante s'engagea dans les formes habituelles. Que le lecteur ici ou la lectrice veuille bien me permettre une incidente, et un conseil. Le souci de la vérité historique m'oblige à employer un langage qui n'est pas précisément celui des cours, ni des salons. Je n'éprouve aucune honte ni aucun scrupule à le restituer, l'exemple de Rabelais, mon maître, m'y autorisant. Toutefois, Falière ou Béranger ne pouvant être comparés à François Ier, ni moi à mon illustre modèle, les temps d'ailleurs étant changés, je conseille aux oreilles délicates et aux âmes sensibles de sauter 5 ou 6 pages. Et j'en reviens à Lebrac, émoticône souriant. Montre-toi donc et grand fendu cudo, feignant, pourri. Si t'es pas un lâche, montre-la ta sale gueule de peigne-cul, va. Et grand crevure, approche un peu toi aussi pour voir, répliqua l'ennemi. C'est l'Aztèque des guets, fit Camus, mais je vois encore tout gueule, et Bancal et Tati et Migue la Lune, ils sont une chier. Ce petit renseignement entendu, le grand Lebrac continua. C'est toi, merdeux, qu'a traité les Longevernes de couilles molles. Je te l'ai taisi fait voir moi, si on en est des couilles molles. Il n'a fallu tous vos pantais, pour effacer ce que j'ai marqué à la porte de votre église.
C'est pas des foireux comme vous, qu'en auraient osé faire autant. Approche donc un peu puisque t'es si malin, grand gueulard, t'as que la gueule, et les gigues pour t'en sauver. Fais seulement la moitié du chemin, et, pâtier. C'est pas parce que ton père tâtait les couilles des vaches sur les champs de foire, que t'es devenu riche. Et toi donc, ton bacu où que vous restez est tout crévi d'hypothèques. Hypothèque toi-même, traîne besace. Quand sais-tu que tu vas reprendre le fusil de toile de ton grand-père, pour aller assommer les portes à coups de pater? C'est pas chez nous comme à Longeverne, où que les poules crèvent de faim en pleine moisson. Tant qu'à Velleran c'est les poux qui crèvent sur vos caboches, mais on ne sait pas si c'est de faim ou de poison. Vellerie pourrie, traîne la mûrie à Vaux-Lévis. Ouh, fit derrière son chef le cœur des guerriers Longevernes, incapable de se dissimuler et de contenir plus longtemps son enthousiasme et sa colère. L'Aztèque des guets riposta. Longeverne, pique merde, tate merde, monté sur quatre pieux, les diables te tirent à eux. Et le cœur des Velleran applaudit à son tour frénétiquement le général par des prolongés et euphoniques. Des bordées d'insultes furent jetées de part et d'autre en rafales et en trombes, puis les deux chefs, également surexcités, après s'être lancés les injures classiques et modernes. Enfonceurs de portes ouvertes. Étrangleurs de chats par la queue, etc., etc., revenant au mode antique, se flanquèrent à la face avec toute la déloyauté coutumière, les accusations les plus abracadabrantes, et les plus ignobles de leur répertoire. Et t'en souviens-tu quand ta mère dans le rata pour te faire de la sauce? Et toi, quand elle demandait les sacs aux châtreurs de taureaux, pour te les faire bouffer en salade? Rappelle-toi donc le jour où ton père disait qu'il aurait plus d'avantages à élever un veau qu'un peu merle comme toi. Et toi? Quand ta mère disait qu'elle aimerait mieux faire téter une vache que ta sœur, parce que ça serait au moins pas une putain qu'elle élèverait. Ma sœur, ripostait l'autre qui n'en avait pas, elle bat le beurre, quand elle battra la monsieur, tu viendras lécher le bâton, ou bien, elle est pavée d'ardoises pour que les petits crapauds comme toi n'y puissent pas grimper. Attention, prévint Camus, Vella le tout gueule qui lance des pierres avec sa fronde. Un caillou, en effet, siffla en l'air au-dessus des têtes, auxquels des ricanements répondirent, et des grêles de projectiles rayèrent bientôt le ciel de part et d'autre, cependant que le flot écumeux et sans cesse grossissant d'injures salaces continuait de fluctuer du gros buisson à la lisière, le répertoire des uns comme des autres étant aussi abondant que richement choisi. Mais c'était dimanche, les deux parties étaient vêtues de leurs beaux affutiaux, et nuls, pas plus les chefs que les soldats, ne se souciaient d'en compromettre l'ordonnance dans des corps à corps dangereux. Aussi toute la lutte se borna-t-elle ce jour-là à cet échange de vues, si l'on peut dire, et à ce duel d'artillerie, qui ne fit d'ailleurs aucune victime sérieuse, pas plus d'un côté que de l'autre. Quand le premier coup de la prière sonna à l'église de Velleran, l'Aztèque des guets donna à son armée le signal du retour, non sans avoir lancé aux ennemis, avec une dernière injure et un dernier caillou, cette suprême provocation. C'est demain qu'on vous y retrouvera, les couilles molles de Longeverne. Tu fous le camp, et lâche, railla le braque, attends un peu, oui, attends à demain, tu verras ce qu'on vous passera, tas de peigne-cul. Et une dernière bordée de cailloux salua la rentrée des Velleran dans la tranchée du milieu qu'ils suivaient pour le retour. Les Longevernes, dont l'horloge communale retardait ou dont l'heure de la prière était peut-être reculée, profitèrent de la disparition des ennemis, et prirent pour le lendemain leur disposition de combat. Tintin eut une idée de génie. Il faudra, dit-il, se caler 5 ou 6 dans ce buisson-là, avant qu'il n'arrive, et ne bouger ni pied ni patte, et le premier qui passera pas trop loin lui tomber sus le rabais, et s'en sauver avec. Le chef d'embuscade, immédiatement approuvé, choisit parmi les plus lestes les 5 qui l'accompagneraient, pendant que les autres mèneraient l'attaque de front, et tous rentrèrent au village, l'âme bouillonnante d'ardeur guerrière et assoiffée de représailles. Fin du chapitre 2. Chapitre 3, une grande journée. Vae Victis. Un vieux chef gaulois aux Romains. Ce lundi matin, en classe, cela tourna mal, plus mal encore que le samedi. Camus, sommé par le père Simon de répéter en leçon d'instruction civique ce qu'on lui avait seriné l'avant-veille sur le citoyen, s'attira des invectives dépourvues d'aménité.
Rien ne voulait sortir de ses lèvres. Toute sa face exprimait un travail de gésine intellectuelle horriblement douloureux. Il lui semblait que son cerveau était muré. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.